La serveuse a fait tomber son portefeuille et le millionnaire est resté figé en voyant la photo à l'intérieur. C'était la même photo de sa bien-aimée disparue il y a 23 ans. Le café frappait contre la porcelaine fine, avec un tintement délicat, comme une musique familière aux oreilles de Zoé. Ses mains, habituées à ce ballet quotidien, versèrent le liquide ambré dans les tasses d'immaculée, avec une précision presque militaire. À 25 ans, elle connaissait par cœur les codes de l'hôtel Mirabeau, cet établissement 5 étoiles au cœur de Lyon où le luxe se respirait jusque dans les moindres détails. « Mademoiselle, un peu plus d'attention, je vous prie. » La voix perçante de Madame Gauthier, cliente régulière et héritière d'une fortune textile, l'attira de ses pensées. Zoé s'excusa d'un sourire poli. Celui qu'elle avait appris à façonner pour masquer l'amertume, ce n'était pas la première remarque désobligeante de la journée, et ce ne serait certainement pas la dernière. « Pardonnez-moi, madame. Désirez-vous autre chose ? Ce sera tout, pour l'instant. » Ces derniers mots, prononcés comme une menace voilée, glissèrent sur Zoé comme la pluie sur les vitres du grand salon. Après 5 ans à servir les caprices de la haute société lyonnaise, son cœur s'était endurci, protégé par une carapace invisible, mais pas assez pour oublier d'où elle venait. Chaque soir, elle rentrait dans le petit appartement du quartier de la Croix-Rousse qu'elle partageait avec mamie Odette. Celle qui l'avait recueillie alors qu'elle n'était qu'un nourrisson, un 2 pièces modeste mais chaleureux, aux antipodes de l'opulence ostentatoire de l'hôtel. « Ma petite Zoé, tu rentres tard aujourd'hui ?» l'accueillait invariablement Odette, ses mains ridées préparant déjà le dîner, un client difficile. Comme d'habitude, « Mamie, rien de grave, ce soir-là ne ferait pas exception. » Zoé savait que malgré ses 75 ans, mamie Odette l'attendrait, assise dans son fauteuil usé, avec cette inquiétude dans le regard que seules les mères, biologiques ou de cœur, peuvent porter dans la poche de son tablier. Zoé gardait précieusement son trésor, une photo jaunie par le temps, montrant une femme au sourire lumineux tenant un bébé. Au dos, une simple date, 17 mai 2002. Pas de nom, pas d'indice, juste ce cliché et la moitié d'un pendentif en forme de lune qu'elle portait autour du cou, dissimulé sous son uniforme. « C'est tout ce que ta mère a laissé », lui avait expliqué mamie Odette des années auparavant, quand Zoé était assez grande pour comprendre. « Mais n'oublie jamais que si elle t'a confié à moi, c'était par amour, ma chérie. Un jour peut-être. » Ce peut-être flottait dans l'air comme une promesse suspendue. Zoé avait cessé d'y croire, préférant se concentrer sur sa vie présente, sur mamie Odette qu'il fallait soutenir depuis que l'arthrite lui rendait la vie difficile. Ce matin-là semblait ordinaire. Le soleil de juin caressait les façades haussmanniennes de Lyon, promettant une journée chaude. Zoé avait ouvert les fenêtres du salon de thé, laissant entrer la brise matinale avant l'arrivée des premiers clients. « Mademoiselle Zoé, prévenez l'équipe. Monsieur Perrin sera là dans 1 heure. Tout doit être impeccable. » Le directeur de l'hôtel avait prononcé ces mots avec une gravité inhabituelle. Jacques Perrin n'était pas un client comme les autres. Fondateur du groupe Perrin Industries, il était l'une des fortunes les plus influentes de France. On murmurait qu'il possédait un empire immobilier s'étendant jusqu'à New York et Shanghai. Pourtant, malgré sa richesse, il était connu pour sa discrétion et sa simplicité, une rareté dans ce monde de paillettes et d'ego surdimensionnés. Zoé n'avait jamais eu l'occasion de le servir personnellement. Il fréquentait habituellement les étages supérieurs, où les suites les plus luxueuses accueillaient les personnalités qui préféraient rester loin des regards indiscrets. L'heure passa rapidement entre les préparatifs et l'accueil des premiers clients. Puis la porte pivota, et un murmure parcourut la salle. Jacques Perrin venait d'entrer, accompagné de son assistant personnel. Grand, élégant sans ostentation, il dégageait cette assurance tranquille des hommes de pouvoir. Mais ce qui frappa Zoé, ce fut son regard, profond, légèrement mélancolique. Comme traversé par une douleur ancienne que même toute sa fortune n'avait pu effacer, table 7, près de la fenêtre, indiqua discrètement le directeur à Zoé. « C'est vous qui le servirez aujourd'hui. » Le cœur battant, Zoé s'approcha. À 50 ans passés, Jacques Perrin gardait une allure impressionnante. Ses tempes grisonnantes et les fines rides au coin de ses yeux ajoutaient à son charisme. « Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Mirabeau. Que puis-je vous servir ? Un café noir, s'il vous plaît, sans sucre ?» Sa voix était posée, presque douce, en décalage avec l'image que Zoé s'était faite de lui.
Il la regarda un instant, comme cherchant quelque chose dans son visage, puis retourna à sa conversation avec son assistant. Zoé s'éloigna, troublée sans comprendre pourquoi. Dans la cuisine, elle prépara le café avec un soin particulier. Lorsqu'elle revint, Jacques Perrin avait congédié son assistant et contemplait la vue sur le Rhône. Ce qui se passa ensuite semblait écrit dans les étoiles. Zoé trébucha légèrement, une maladresse inhabituelle. Son portefeuille tomba de sa poche, s'ouvrant sur le sol. Elle se pencha rapidement pour le ramasser, mortifiée. Mais déjà Jacques Perrin, avec une courtoisie inattendue, s'était levé pour l'aider. C'est alors que la photo glissa sur le parquet ciré, atterrissant aux pieds de l'homme d'affaires. Il la ramassa machinalement, et son visage se figea. Ses doigts serrèrent le cliché jauni comme si sa vie en dépendait. Zoé vit le changement s'opérer. Le visage de Jacques Perrin perdit toutes ses couleurs. Ses yeux, soudain brillants, fixaient l'image avec une intensité presque douloureuse. « Monsieur, vous allez bien ?» s'inquiéta Zoé. Il releva la tête lentement, comme un homme sortant d'un rêve. Son regard passa de la photo à Zoé, puis encore à la photo. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il lui rendit le cliché. « Pardonnez-moi, cette photo, cette femme, c'est ma mère », répondit simplement Zoé, sans comprendre le bouleversement qu'elle venait de provoquer. « Du moins, c'est ce que je crois. Je ne l'ai jamais connue. » Jacques Perrin parut lutter pour retrouver sa contenance. Son regard ne quittait plus Zoé, scrutant chaque détail de son visage comme s'il cherchait à résoudre une énigme vitale. « Bien sûr », murmura-t-il finalement. « Excusez-moi pour cette réaction, votre café va refroidir. » Mais Zoé savait que quelque chose venait de se produire, quelque chose d'inexplicable. L'homme d'affaires but son café rapidement, laissa un pourboire excessivement généreux et quitta l'hôtel d'un pas pressé, non sans un dernier regard vers elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans sa luxueuse voiture, Jacques Perrin sortait déjà son téléphone, les mains encore tremblantes. Son chauffeur l'entendit prononcer ces mots qui allaient tout changer. « Louis, trouve-moi tout ce que tu peux sur une serveuse de l'hôtel Mirabeau. Elle s'appelle Zoé et contacte immédiatement nos archives. Je veux tous les dossiers concernant Céleste Dumas, tous, c'est une urgence. » Dans le rétroviseur, le chauffeur aperçut ce qu'il n'avait jamais vu en 15 ans de service. Une larme coulant sur la joue de Jacques Perrin, l'homme que tout Lyon croyait insensible aux émotions humaines. La berline noire de Jacques Perrin filait sur les quais du Rhône, mais l'homme d'affaires ne voyait plus le paysage urbain qui défilait. Son esprit était resté figé dans ce moment où la photo était tombée au pied de sa table. Céleste, son visage n'avait pas quitté ses pensées depuis 23 ans. Cette femme au rire facile qui avait illuminé sa vie pendant ces 2 années de bonheur absolu. Cette femme qui portait son enfant et qui avait disparu sans laisser de traces, du jour au lendemain, comme si la terre l'avait englouti. « Monsieur, nous sommes arrivés. » La voix de son chauffeur le ramena à la réalité. Le siège social de Perrin Industries se dressait devant lui, tour de verre et d'acier dominant le quartier d'affaires. Jacques sortit mécaniquement de la voiture, traversa le hall où les employés s'inclinaient respectueusement sur son passage, mais au lieu de prendre l'ascenseur menant à son bureau au dernier étage, il se dirigea vers les archives, au sous-sol. « Monsieur Perrin, quelle surprise de vous voir ici. » Monsieur Garnier, l'archiviste principal qui travaillait pour lui depuis plus de 30 ans, ne cachait pas son étonnement. Rares étaient les occasions où le PDG descendait personnellement dans ces couloirs poussiéreux. « J'ai besoin des dossiers personnels de 2002, tout ce qui concerne Céleste Dumas, et je veux aussi l'historique complet des employés de maison que nous avons eus ces 25 dernières années. » Garnier hocha la tête sans poser de questions. On ne questionnait pas Jacques Perrin, on exécutait ses ordres. Pendant ce temps, à l'hôtel Mirabeau, Zoé terminait son service. L'étrange réaction de Jacques Perrin face à sa photo l'avait troublée toute la journée. Elle avait tenté d'en parler à sa collègue Emma, mais celle-ci avait simplement haussé les épaules. « Les riches sont bizarres, Zoé. Tu devrais le savoir depuis le temps. » Sur le chemin du retour, elle s'arrêta chez le petit fleuriste de la rue des Capucins pour acheter quelques jonquilles, les préférées de mamie Odette. La vieille dame souffrait davantage de son arthrite ces derniers temps, et ses petites attentions pouvaient illuminer sa journée. « Ma chérie, tu as encore dépensé pour ces fleurs », la gronda gentiment Odette lorsque Zoé franchit la porte. « Tu devrais économiser pour toi. »« Ne t'inquiète pas, mamie. J'ai eu un bon pourboire aujourd'hui. » Zoé ne mentionna pas que ce pourboire venait de Jacques Perrin, ni la façon dont il avait regardé sa photo.
Quelque chose la retenait. Un pressentiment, peut-être. Après le dîner, alors que mamie Odette s'était endormie devant la télévision, Zoé sortit la précieuse photo et l'examina à nouveau. Qui était cette femme au sourire si doux? Pourquoi l'avait-elle abandonnée, ne laissant qu'une image et un demi-pendentif comme seule trace de son existence? Et surtout, pourquoi cet homme d'affaires semblait-il si bouleversé en la voyant? À des kilomètres de là, dans son bureau dominant la ville, Jacques Perrin n'arrivait pas à dormir. Les dossiers éparpillés devant lui racontaient une histoire incomplète. Céleste Dumas, engagée comme assistante personnelle en 2000. Brillante, vive, discrète, leur relation, gardée secrète par crainte du qu'en dira-t-on et des implications professionnelles, l'annonce de sa grossesse, leur projet de vie commune, puis sa disparition soudaine. En mars 2002, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, la police avait conclu à un départ volontaire. Malgré les protestations de Jacques, il avait engagé des détectives privés, remué ciel et terre, mais Céleste s'était évaporée sans laisser d'adresse, aucune activité bancaire, aucun contact avec sa famille, pourtant peu nombreuse, comme si elle n'avait jamais existé. Jacques se leva et s'approcha de la fenêtre. Lyon s'étendait sous ses pieds, constellation de lumière dans la nuit. Quelque part dans cette ville, vivait une jeune femme qui portait le visage de Céleste, qui avait ses yeux, son sourire, une jeune femme qui aurait précisément l'âge qu'aurait aujourd'hui l'enfant qu'ils attendaient. Son téléphone vibra. C'était Louis, son assistant personnel et homme de confiance. « J'ai les premières informations sur la serveuse, monsieur. Elle s'appelle Zoé Mercier, 25 ans, vit avec sa grand-mère adoptive, Odette Mercier, dans le quartier de la Croix-Rousse, travaille à l'hôtel Mirabeau depuis 5 ans, pas de casier judiciaire. Pas de famille connue. Elle a été élevée par cette Odette Mercier depuis sa naissance, apparemment. » Jacques serra le téléphone. « Odette Mercier, ce nom me dit quelque chose. Cherche dans nos archives du personnel, Louis. » 1 heure plus tard, la confirmation tombait. Odette Mercier avait été femme de chambre au manoir des Perrins pendant plus de 15 ans. Jusqu'en 2002, l'année de la disparition de Céleste, ce ne pouvait être une coïncidence. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Zoé remarqua immédiatement la voiture de luxe garée devant l'hôtel, la même que celle qui avait emmené Jacques Perrin la veille. Son cœur s'accéléra sans qu'elle comprenne pourquoi. Mais ce ne fut pas le PDG qui entra dans le salon de thé, mais une femme d'une 50aine d'années, à l'élégance calculée et au regard perçant, Mireille Perrin, la sœur de Jacques et directrice financière du groupe, était une habituée que tout le personnel redoutait pour ses exigences impossibles et ses remarques cinglantes. « Mademoiselle », appela-t-elle en claquant des doigts vers Zoé, « un thé vert et des toasts sans beurre, immédiatement. » Pendant que Zoé s'exécutait, elle sentit le regard de Mireille peser sur elle, un regard différent des autres fois, inquisiteur, presque menaçant. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda Mireille quand Zoé lui apporta sa commande. « Non, madame, je travaille ici depuis 5 ans. Étrange, je ne vous avais jamais remarqué avant. » Il y avait quelque chose de glacial dans sa voix, quelque chose qui mit Zoé mal à l'aise, comme si cette femme cherchait à voir au-delà des apparences, à déceler un secret, dans l'après-midi. Alors que Zoé prenait sa pause dans le petit jardin à l'arrière de l'hôtel, elle fut surprise de voir Jacques Perrin apparaître. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit, des cernes sombres marquant son regard. « Pardonnez cette intrusion, mademoiselle. »« Zoé Mercier. Mademoiselle Mercier. » Je souhaitais m'excuser pour mon comportement d'hier. Votre photo m'a rappelé quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Zoé sentit qu'il y avait plus, beaucoup plus derrière ses paroles polies, quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il cherchait désespérément à reconnaître des traits familiers. « Cette personne était importante pour vous ?» Jacques hésita, pesant visiblement ses mots. « Très importante, oui. Nous avons été proches, et puis elle a disparu, sans explication. Je suis désolée, » murmura Zoé, touchée par la douleur évidente qui transperçait le masque de l'homme d'affaires. « Vous vivez avec votre grand-mère, n'est-ce pas ?» La question, abrupte, surprit Zoé. « Oui. Enfin, ma grand-mère adoptive, mamie Odette, m'a élevée. Odette Mercier. » Le fait qu'il connaisse le nom complet de sa grand-mère alarma Zoé. « Comment savez-vous ? Elle a travaillé pour ma famille. » Il y a des années, Jacques sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « Le monde est petit, n'est-ce pas ?» Avant que Zoé puisse répondre,
La voix du directeur retentit, l'appelant pour reprendre son service. Jacques Perrin lui tendit sa carte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, directement. » De retour chez elle ce soir-là, Zoé trouva mamie Odette agitée. La vieille dame sursauta quand elle entra, comme prise en faute. « Tout va bien, mamie. »« Bien sûr, ma chérie, juste la fatigue. Comment s'est passée ta journée ?» Zoé hésita, puis décida de poser la question qui la taraudait. « Mamie, tu as déjà travaillé pour la famille Perrin. » Le visage d'Odette se décomposa. Sa main se mit à trembler si fort que la tasse qu'elle tenait claqua contre sa soucoupe. « Qui t'a parlé de ça ? Jacques Perrin est venu au restaurant aujourd'hui. Il semblait te connaître. » « C'était il y a si longtemps. » Murmura Odette, le regard soudain lointain. « Une autre vie. Il s'est comporté bizarrement quand il a vu la photo de ma mère, comme s'il la connaissait. Le verre d'eau qu'Odette tenait lui échappa des mains, se fracassant sur le sol. Tu lui as montré la photo ? Non. Elle est tombée accidentellement. Mamie, qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. Mais la vieille dame se contenta de ramasser les débris, les mains tremblantes, en murmurant. Rien, ma petite. Rien du tout, juste. Méfie-toi des Perrins, tous autant qu'ils sont. Ce qu'ignorait Zoé, c'est qu'à cet instant précis, une berline noire était garée à l'angle de leur rue. À l'intérieur, une femme élégante observait leur immeuble à travers des lunettes de soleil. Malgré l'heure tardive, Mireille Perrin sortit son téléphone et composa un numéro. « Je veux tout savoir sur cette fille et sa soi-disant grand-mère. Tout. Et récupère-moi cette photo dont mon frère est obsédé. » Immédiatement. Lyon, été 2001. Les jardins du manoir Perrin resplendissaient sous le soleil de juillet. Les rosiers en fleurs embaumaient l'air, et la fontaine centrale projetait une brume rafraîchissante qui scintillait dans la lumière dorée de l'après-midi. Céleste Dumas, 23 ans, riait aux éclats en courant pieds nus sur la pelouse parfaitement entretenue. Sa robe d'été légère virevoltait autour d'elle, et ses longs cheveux châtains captèrent les rayons du soleil. « Jacques, ne me dis pas que tu abandonnes déjà. » Jacques Perrin, alors jeune héritier de 27 ans destiné à reprendre l'empire familial, la rattrapa en quelques enjambées et l'enlaça par derrière. Ils tombèrent ensemble sur l'herbe, riant comme des enfants. « Jamais je n'abandonnerai, » murmura-t-il en embrassant sa nuque. « Jamais. » Céleste se retourna pour lui faire face, son visage soudain sérieux. « Tu sais que ta sœur me déteste. Elle pense que je suis avec toi pour ton argent. » Jacques fronça les sourcils. « Mireille se méfie de tout le monde. Elle a toujours été comme ça, même quand nous étions enfants. Ne t'inquiète pas pour elle. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter ? Elle est partout, Jacques. Elle surveille chacun de mes mouvements dans cette maison. » C'était vrai, depuis que Jacques avait engagé Céleste comme assistante personnelle, puis était tombé follement amoureux d'elle. Mireille n'avait cessé de manifester son désaccord. Pour elle, cette jeune femme issue d'un milieu modeste ne pouvait être qu'une arriviste, une chasseuse de fortune. Un jour, promit Jacques en prenant le visage de Céleste entre ses mains, cette maison sera à nous seuls. Ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière la haie de buis, Mireille Perrin observait la scène, le visage déformé par une haine glaciale. Lyon, présent, Jacques se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur. Ses rêves, ou plutôt ses souvenirs, le hantèrent de plus en plus fréquemment depuis sa rencontre avec Zoé. Il consulta son téléphone, 4h37 du matin. Le sommeil l'avait définitivement fui. Il se leva et se dirigea vers son bureau, sur son ordinateur. Les dossiers concernant Céleste s'empilaient virtuellement, des rapports de police jamais résolus, des témoignages contradictoires, des pistes abandonnées. Et puis ce nouveau dossier, créé il y a 2 jours à peine, Zoé Mercier. Les informations étaient encore parcellaires, mais suffisantes pour alimenter ses soupçons. Née officiellement le 3 avril 2002, soit 3 semaines après la disparition de Céleste, aucune trace de certificat de naissance original, juste une déclaration tardive faite par Odette Mercier, affirmant avoir recueilli l'enfant d'une parente éloignée décédée, mais aucune parente de ce nom n'existait. Jacques l'avait vérifié, le téléphone sonna, le faisant sursauter. « Monsieur, c'est Louis, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Les relevés téléphoniques de votre sœur, juste avant la disparition de mademoiselle Dumas. Plusieurs appels à un certain Victor Moreau. Ce nom vous dit quelque chose. » Jacques se figea. Victor Moreau était le chauffeur personnel de Mireille à cette époque. Un homme à tout faire.
Discret, efficace, et prêt à tout pour satisfaire sa patronne, selon les rumeurs. Trouve-moi ce Moreau, Louis, immédiatement. À l'autre bout de la ville, Zoé se préparait pour sa journée de travail. Quelque chose avait changé dans l'attitude de mamie Odette depuis sa question sur les Perrin. La vieille dame semblait nerveuse, sursautant au moindre bruit dans l'escalier. « Je travaille jusqu'à 20h ce soir, mamie. Tu es sûre que ça ira ?»« Bien sûr, ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi. » Mais le regard fuyant d'Odette disait le contraire. Pour la première fois, Zoé se demanda combien de secrets sa grand-mère adoptive avait gardés toutes ces années. Alors qu'elle allait franchir la porte, Odette l'appela. « Zoé, si jamais tu rencontres à nouveau Monsieur Perrin, sois prudente, ne lui fais pas confiance. Et surtout, » elle hésita. « Garde précieusement ta photo et ton pendentif, ne les montre à personne. »« Pourquoi, mamie? Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Mais Odette secoua la tête. « Il y a des vérités qui font plus de mal que de bien, ma petite. Des vérités qui peuvent être dangereuses. » À l'hôtel Mirabeau, une surprise attendait Zoé. Le directeur l'appela dans son bureau dès son arrivée. « Mademoiselle Mercier, je dois vous informer que Madame Perrin a déposé une plainte contre vous. »« Une plainte? Mais pourquoi ? » Elle prétend que vous auriez fouillé dans ses affaires lors de sa visite d'hier. Un objet de valeur aurait disparu. Zoé sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est absurde. Je n'ai jamais... »« Je le sais bien, » soupira le directeur. « Mais vous connaissez notre politique. Les clients comme les Perrin font vivre cet établissement. Je suis obligée de vous suspendre pendant l'enquête interne. » Zoé sortit de l'hôtel, abasourdie. Cette accusation tombait trop parfaitement. Après les questions de Jacques Perrin sur sa grand-mère, ce ne pouvait être une coïncidence, dans son désarroi. Elle ne remarqua pas la berline noire qui la suivait à distance. Au manoir Perrin, Mireille débouchait une bouteille de champagne. Son plan se déroulait parfaitement. Éloigner cette fille de Jacques était la première étape. Si son frère commençait à poser des questions sur la fille d'Odette Mercier, tout pourrait s'effondrer. La vérité qu'elle avait enfouie pendant 23 ans ne devait jamais remonter à la surface. Son téléphone vibra. C'était son homme de main. Elle est sortie de l'hôtel, visiblement bouleversée. Dois-je continuer à la suivre? Oui, et trouve le moment pour récupérer cette maudite photo. Mireille raccrocha, satisfaite. Jacques était parti à Genève pour 2 jours. Elle avait le champ libre pour nettoyer toute cette affaire avant son retour. Ce qu'elle ignorait, c'est que son frère n'avait jamais quitté Lyon. Le voyage à Genève n'était qu'une couverture pour mener son enquête sans éveiller les soupçons. À cet instant précis, Jacques se tenait devant une petite maison de retraite en périphérie de la ville. Victor Moreau, l'ancien chauffeur de Mireille, y vivait ces derniers jours, rongé par un cancer en phase terminale. « Monsieur Perrin » souffla le vieil homme alité quand Jacques entra dans la chambre. « Je savais que vous viendriez un jour. Vous savez pourquoi je suis là, n'est-ce pas ?» Moreau hocha faiblement la tête. « Céleste Dumas, mars 2002. » Jacques s'assit lentement, le cœur battant. « Dites-moi tout. Votre sœur, elle était obsédée par l'idée que cette fille allait vous manipuler, prendre le contrôle de la fortune familiale. Quand elle a appris pour la grossesse, elle est devenue comme folle. » Jacques serra les poings. « Qu'avez-vous fait, Moreau ?»« J'ai juste conduit la voiture, monsieur. Je le jure. Madame Mireille avait engagé 2 hommes. Ils devaient juste l'effrayer un peu, la convaincre de quitter la ville, de vous oublier. Mais ça a mal tourné. La fille s'est débattue, elle a pris peur et s'est enfuie. Il pleuvait cette nuit-là. Elle a glissé sur la route mouillée, s'est cognée violemment la tête. Beaucoup de sang. Les types ont paniqué. Jacques sentit la nausée l'envahir. « Vous l'avez tuée ?»« Non, non. » Elle respirait encore, mais elle était inconsciente. Votre sœur a décidé que c'était l'occasion parfaite. Elle a ordonné qu'on la conduise loin de Lyon, très loin. Et le bébé... Le bébé, murmura Jacques, la voix étranglée. Le choc a déclenché le travail. Sur la route, elle a accouché. Les types ne savaient pas quoi faire du nourrisson, alors votre sœur... Quoi? Qu'a fait ma sœur? Elle a appelé cette femme de chambre, Odette, celle qui était toujours gentille avec Céleste. Elle lui a fait promettre de prendre l'enfant, de disparaître, de ne jamais revenir. Elle l'a menacée, je crois, et payée aussi. Jacques se leva brusquement, le visage déformé par une rage froide. Et Céleste, qu'est-il arrivé à Céleste? Je l'ignore, monsieur. Les hommes l'ont emmenée. C'est tout ce que je sais. Votre sœur a dit qu'elle s'occupait du reste.
qu'il fallait l'oublier, que c'était mieux pour tout le monde. En sortant de la maison de retraite, Jacques ne ressentait plus rien, ni colère, ni tristesse, juste une détermination glaciale. Après 23 ans, il touchait enfin à la vérité. Mais cette vérité était bien plus terrible que tout ce qu'il avait imaginé. Son téléphone sonna, c'était Louis. « Monsieur, nous avons un problème. La fille, Zoé Mercier, elle vient d'être licenciée de l'hôtel suite à une plainte de votre sœur, et mon contact m'informe que Mireille a engagé quelqu'un pour la suivre. J'ai peur qu'elle ne soit en danger. » Jacques démarra sa voiture en trombe. Le passé ne se contenterait pas de rester enterré. Il menaçait maintenant de tout emporter sur son passage. Zoé marchait sans but dans les rues de Lyon, le cœur lourd et l'esprit embrouillé. L'accusation de Mireille Perrin était tellement absurde qu'elle n'arrivait pas à comprendre comment le directeur avait pu la prendre au sérieux. 5 années de service irréprochable balayées en un instant par le caprice d'une femme puissante, la pluie commença à tomber, fine et froide. Mais Zoé n'accéléra pas le pas. L'eau qui ruisselait sur son visage se mêlait à ses larmes. Comment allait-elle annoncer cette nouvelle à mamie Odette? Comment paierait-elle le loyer, les médicaments, les factures qui s'accumulaient déjà? Machinalement, sa main se porta à son cou, où le demi-pendentif en forme de lune reposait contre sa peau. C'était un geste qu'elle faisait inconsciemment depuis l'enfance, chaque fois que l'angoisse la submergeait. Soudain, elle sentit un regard peser sur elle. En se retournant, elle aperçut un homme en imperméable sombre qui détourna immédiatement les yeux. N'était-ce pas le même individu qu'elle avait remarqué en sortant de l'hôtel? La paranoïa, se dit-elle. Voilà qu'elle devenait paranoïaque en plus du reste. Son téléphone vibra dans sa poche. Un numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Mercier. » La voix était masculine, posée, professionnelle. « Je m'appelle Louis d'Argent, l'assistant de monsieur Jacques Perrin. Il souhaiterait vous rencontrer au plus vite. Pourquoi? Pour m'accuser de vol, comme sa sœur. Non, mademoiselle. Au contraire, monsieur Perrin pense que vous êtes en danger. Il peut vous aider. » Zoé hésita. Tout son instinct lui criait de raccrocher, de fuir cette famille et leurs machinations. Mais les mots suivants la figèrent sur place. « Il sait ce qui est arrivé à votre mère, dans son petit appartement. » Odette Mercier fixait le téléphone avec appréhension. 3 fois elle avait composé le numéro, 3 fois elle avait raccroché avant la première sonnerie. Mais elle n'avait plus le choix. Les événements s'accéléraient. Si Jacques Perrin avait fait le lien entre Zoé et Céleste, alors Mireille ne tarderait pas à réagir. Et Dieu sait de quoi cette femme était capable. Avec des doigts tremblants, elle composa à nouveau le numéro. Cette fois, elle attendit. « Résidence Sainte-Marie. Bonjour. Je voudrais parler à sœur Béatrice. S'il vous plaît, c'est urgent. » Quelques instants plus tard, une voix douce répondit. « Odette, c'est vraiment toi, après toutes ces années. » « Il n'y a plus de temps, Béatrice. Tout se dévoile. Jacques Perrin a retrouvé Zoé. » Un long silence suivit, quand la religieuse reprit la parole. Sa voix s'était durcie. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? » « Oui, il faut que tu lui dises. Elle doit savoir. Avant que Mireille ne... Je vais voir ce que je peux faire. Mais tu dois protéger la petite, Odette, à tout prix. » Après avoir raccroché, Odette s'affaissa dans son fauteuil. La douleur de son arthrite n'était rien comparée à celle qui lui broyait le cœur pendant 23 ans. Elle avait gardé ce secret pour protéger Zoé, pour tenir sa promesse. Mais aujourd'hui, le silence ne protégeait plus personne. Le café choisi par Louis d'Argent était un petit établissement discret du Vieux-Lyon, loin des sentiers touristiques. Zoé s'y rendit avec appréhension, vérifiant régulièrement qu'elle n'était pas suivie. Jacques Perrin l'attendait à une table du fond, l'air épuisé, en la voyant. Il se leva précipitamment, une lueur d'espoir illuminant son visage fatigué. « Merci d'être venue, mademoiselle Mercier. Vous prétendez savoir ce qui est arrivé à ma mère. » Attaqua directement Zoé, refusant le siège qu'on lui offrait. « Je vous écoute. » Jacques soupira, passant une main sur son visage. « Je crois que votre mère était Céleste Dumas, une femme que j'ai aimée plus que tout au monde, et je crois... » Sa voix se brisa légèrement. « Je crois que vous êtes notre fille. » Le monde sembla s'arrêter autour de Zoé. Ses jambes flageolèrent, et elle dut s'asseoir. « C'est ridicule, » murmura-t-elle. « Ma mère est morte en me mettant au monde, une parente éloignée de mamie Odette. C'est ce qu'on vous a fait croire. La vérité est bien plus compliquée et bien plus douloureuse. » Pendant la demi-heure qui suivit, Jacques lui raconta tout. Son histoire avec Céleste,
la grossesse, la disparition inexpliquée, puis les révélations de Victor Moreau sur le rôle de Mireille dans cette tragédie. Ma sœur a orchestré tout ça, conclut-il, la voix tremblante de rage contenue. Par peur que je ne partage la fortune familiale avec Céleste et notre enfant, elle a fait enlever la femme que j'aimais, l'a séparée de son bébé et a confié ce bébé, vous, à Odette Mercier. Zoé sentait un étau se resserrer autour de sa poitrine. C'était trop, beaucoup trop à assimiler d'un coup. Et ma mère, si ce que vous dites est vrai, qu'est-il arrivé à Céleste? Jacques baissa les yeux. Je l'ignore encore. Moreau prétend qu'elle était vivante la dernière fois qu'il l'a vue, mais gravement blessée. J'ai des gens qui cherchent, mais après 23 ans, pourquoi Mireille m'a fait renvoyer de l'hôtel? Pour vous éloigner de moi. Elle a compris que j'avais des soupçons. Et maintenant, elle tente d'effacer toutes les preuves, y compris cette photo que vous gardez. Zoé porta instinctivement la main à sa poche, où elle gardait toujours le précieux cliché. « Je ne peux pas croire que mamie Odette m'ait menti toute ma vie », murmura-t-elle. Elle essayait de vous protéger. Mireille l'avait menacée. C'est une femme dangereuse, Zoé, bien plus que vous ne l'imaginez. Jacques lui tendit alors une enveloppe. Il y a là de quoi vous aider financièrement pendant quelque temps. Un appartement sécurisé est également à votre disposition, pour vous et Madame Mercier. Je n'ai pas besoin de votre argent, répliqua Zoé en repoussant l'enveloppe. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sécurité. Ma sœur vous fait suivre. Elle ne reculera devant rien pour préserver son secret. À cet instant, le téléphone de Zoé sonna. C'était sa voisine, Madame Legrand. Zoé, viens vite. C'est ta grand-mère. Les pompiers sont là. Elle a fait un malaise. Le sang de Zoé se glaça dans ses veines. Elle se leva d'un bond, renversant sa chaise. Je dois y aller, ma grand-mère. Jacques l'attrapa par le poignet. Je viens avec vous. Quand ils arrivèrent à l'appartement de la Croix-Rousse, l'ambulance était déjà là. Odette, pâle comme la mort, était allongée sur une civière, en voyant Zoé. Elle tendit faiblement la main. « Ma petite, pardon, j'aurais dû te dire. Ne parle pas, mamie, garde tes forces. » Mais la vieille femme insista, serrant la main de sa petite fille avec une force surprenante. « La boîte bleue, sous mon lit, tout est là. » Son regard se porta alors sur Jacques Perrin, qui se tenait en retrait. Une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux fatigués. « Vous, prenez soin d'elle. Promettez. Je vous le promets, Odette. Sur ma vie. » Les ambulanciers intervinrent. Demandant de l'espace pour emmener la patiente, Zoé voulut les suivre, mais l'un d'eux l'arrêta. « Nous l'emmenons à l'hôpital Édouard Herriot. Vous pourrez la retrouver là-bas. » Une fois l'ambulance partie, Zoé se précipita dans la chambre d'Odette. Sous le lit, comme indiqué, se trouvait une vieille boîte à chaussures bleue. Fermée par un ruban décoloré, les mains tremblantes, elle l'ouvrit, à l'intérieur, des documents jaunis par le temps, une lettre manuscrite adressée à Zoé, un petit carnet usé et une enveloppe contenant l'autre moitié du pendentif en forme de lune. Ce que ni Zoé ni Jacques ne remarquèrent, c'est l'homme qui observait l'immeuble depuis sa voiture. Dès que l'ambulance s'éloigna, il sortit son téléphone. « Madame Perrin, la vieille est partie à l'hôpital. La fille est restée dans l'appartement avec votre frère. Ils ont trouvé quelque chose, une boîte. » À l'autre bout de la ligne, Mireille Perrin serra les dents. « Neutralisez-les, tous les deux si nécessaire. Et récupérez cette boîte. Et la vieille à l'hôpital. Je m'en occupe personnellement. » D'une main tremblante, Zoé déplia la lettre. L'écriture était fine, élégante, légèrement penchée vers la droite. « Ma chère petite fille, si tu lis ces mots, c'est que le temps des secrets est révolu. J'aurais voulu te protéger plus longtemps, t'épargner cette vérité qui pourrait tout bouleverser. Mais les mensonges, même ceux dictés par l'amour, finissent toujours par nous rattraper. Je n'ai pas été honnête avec toi. La femme de la photo n'était pas une lointaine parente, c'était Céleste Dumas, ta véritable mère, et l'homme qui t'a engendré n'est autre que Jacques Perrin. Cette nuit de mars 2002 restera à jamais gravée dans ma mémoire. On a frappé à ma porte. C'était Mireille Perrin, accompagnée de 2 hommes, entre leurs bras, un nouveau-né, toi qui pleurais. Mireille m'a expliqué que ta mère était morte en te mettant au monde, que ton existence devait rester secrète. Zoé s'interrompit, incapable de poursuivre. Les larmes brouillaient sa vision. Jacques, qui lisait par-dessus son épaule, semblait tout aussi bouleversé. Elle ment.
murmura-t-il. Ma sœur a menti à tout le monde. Céleste n'était pas morte cette nuit-là. Zoé reprit sa lecture, dévorant les mots comme si sa vie en dépendait. J'ai accepté de te prendre avec moi, de quitter mon poste chez les Perrins, de déménager dans un autre quartier. Elle m'a donné de l'argent, beaucoup d'argent, mais ce n'est pas pour cela que j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que j'avais vu Céleste porter cet enfant pendant des mois, parce que je l'avais vue rayonner de bonheur malgré l'hostilité de Mireille. J'ai dit oui parce que je savais que si je refusais, Dieu seul sait ce qui t'arriverait. Je t'ai aimée comme ma propre chair, Zoé. Chaque jour passé avec toi a été un cadeau. Mais j'ai toujours su qu'un jour, la vérité éclaterait. Dans cette boîte, tu trouveras tout ce que j'ai pu sauver. Des photos, des lettres, et l'autre moitié du pendentif que tu portes autour du cou, c'était celui de ta mère. Mireille me l'avait remis, brisé en deux. Un bruit sourd dans le couloir interrompit leur lecture. Jacques se redressa, aux aguets. « Quelqu'un est là », chuchota-t-il. « Nous devons partir, maintenant. » En quelques secondes, il rassembla les documents et les fourra dans la boîte. Zoé, encore sous le choc, se laissa guider vers la porte de service qui donnait sur l'escalier de secours. Ils descendirent silencieusement les marches métalliques. Au moment où ils atteignaient la cour intérieure, la porte de l'appartement vola en éclats. « Par ici !» souffla Jacques, en l'entraînant vers une ruelle adjacente où attendait sa voiture. Une fois à l'intérieur du véhicule, Zoé sembla sortir de sa torpeur. « Nous devons aller à l'hôpital. Mamie Odette est en danger. »« Pas tout de suite. Ces hommes nous suivront. Il nous faut d'abord un lieu sûr. » Jacques démarra en trombe, zigzagant dans les petites rues du quartier pour semer d'éventuels poursuivants. Son visage s'était durci, révélant une détermination que Zoé n'avait pas encore vue chez lui. « Où allons-nous ? » Voir quelqu'un qui pourrait détenir une autre pièce du puzzle. Un homme que ma sœur croit mort depuis longtemps. 30 minutes plus tard, il s'arrêtait devant une petite maison aux volets verts, dans la campagne à l'ouest de Lyon. Le jardin, magnifiquement entretenu, regorgeait de rosiers en fleurs. Qui vit ici ? Antoine Martel, l'ancien jardinier du manoir Perrin, et le seul homme en qui Céleste avait une confiance totale. Un vieil homme aux cheveux blancs et au visage buriné par le soleil les attendait sur le seuil, comme s'il avait anticipé leur visite. Son regard s'attarda longuement sur Zoé, et une ombre de sourire traversa son visage ridé. « Les yeux de votre mère », dit-il simplement en s'effaçant pour les laisser entrer. L'intérieur était modeste mais impeccable. Sur un mur entier, des photographies en noir et blanc témoignaient d'une vie consacrée au jardin et aux plantes. « Je savais que ce jour viendrait », déclara Antoine en leur servant du thé. « Depuis que j'ai vu votre visage dans ce magazine local, mademoiselle, un article sur les employés modèles de l'hôtellerie lyonnaise. Vous connaissiez ma mère ?» Antoine hocha gravement la tête. « Céleste était comme une fille pour moi. Elle venait souvent se réfugier dans mes serres quand l'atmosphère devenait trop pesante au manoir. C'est moi qui ai pris cette photo, vous savez. » Il désigna le cliché que Zoé avait posé sur la table. « Quelques jours avant tout ça, Antoine, » intervint Jacques, la voix tendue. « Nous avons besoin de savoir, qu'est-il arrivé à Céleste cette nuit-là ?» Le vieil homme soupira profondément, comme si le poids des années et des secrets devenait soudain trop lourd. « Je n'étais pas censé être là. J'avais oublié des outils dans la remise à l'arrière du domaine. Quand je suis revenue, j'ai vu cette voiture, ces hommes qui portaient un corps. « Céleste, » murmura Jacques. « Oui, elle était inconsciente, mais vivante. J'ai entendu les cris d'un bébé aussi. Puis Mireille est arrivée, a donné des ordres. Les hommes ont emmené Céleste. Plus tard dans la nuit, j'ai vu Mireille remettre le bébé à Odette. Et après, qu'est devenue Céleste ?» Antoine se leva et se dirigea vers une vieille commode, du fond d'un tiroir. Il sortit un petit paquet enveloppé dans un tissu. J'ai suivi la voiture à distance. Ils l'ont conduite vers l'est, jusqu'à un petit village près de la frontière suisse. Il y avait un accident sur la route, des policiers partout. Les hommes ont paniqué, ils ont abandonné la voiture et Céleste à l'orée d'un bois et se sont enfuis. « Et vous l'avez laissée là ?» s'indigna Jacques. « Non, monsieur. J'ai attendu que les hommes s'éloignent. Puis je me suis approché, mais avant que je puisse l'atteindre, une ambulance est arrivée. Des religieuses l'avaient trouvée et avaient appelé les secours. Je l'ai suivie jusqu'à un petit hôpital. Puis jusqu'au couvent où elles l'ont recueillie. » Zoé et Jacques échangèrent un regard incrédule. « Elle est vivante !»
articula péniblement Jacques. Antoine défit lentement le tissu qui enveloppait le paquet, révélant un petit carnet relié de cuir et une moitié de pendentif en forme de lune, exactement identique à celle que possédait Zoé. C'est le journal de Céleste. Elle le gardait toujours sur elle, et ça, c'est l'autre moitié de son pendentif. Les sœurs me l'ont remis quand j'ai demandé de ses nouvelles, des mois plus tard. « Pourquoi ne pas m'avoir contacté ?» cria presque Jacques, bouleversé. « Toutes ces années, parce qu'elle ne se souvenait plus de vous, monsieur, ni de personne. Le choc à la tête avait effacé sa mémoire. Les sœurs l'ont appelée Noémie, puisqu'elle ne pouvait dire son nom, et puis, il y avait Mireille. J'avais vu de quoi elle était capable. Je savais qu'elle n'hésiterait pas à finir le travail si elle apprenait que Céleste était en vie. Alors j'ai gardé le secret pour les protéger toutes les deux. » Zoé prit délicatement le pendentif brisé entre ses doigts. Il s'emboîtait parfaitement avec celui qu'elle portait autour du cou. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Au couvent Sainte-Marie, dans le petit village de Chanaz, près du lac du Bourget. Elle y vit toujours, sous le nom de sœur Noémie. » Jacques se leva d'un bond. « Nous devons y aller, immédiatement. Ce ne sera pas si simple, » tempéra Antoine. « Après toutes ces années sans mémoire, et puis, Mireille vous fait surveiller. Elle a même envoyé des hommes ici la semaine dernière, pour s'assurer que j'étais bien mort, comme elle le croyait. Comment avez-vous échappé à ces sbires pendant toutes ces années ?» Un sourire rusé éclaira le visage du vieil homme. « Je suis un jardinier, monsieur Perrin. Je sais me fondre dans le paysage, et j'ai toujours gardé un œil sur cette histoire. Sur Zoé aussi, de loin. » Un bruit de moteur les alerta. Antoine se précipita à la fenêtre. « Une voiture noire, 2 hommes, ils viennent par ici. »« Mireille !» siffla Jacques. « Comment a-t-elle su ? Peu importe. Vous devez partir. Prenez le journal et le pendentif. Il y a une sortie par le jardin, un chemin qui mène au bois. Ma vieille camionnette est garée là-bas, sous une bâche. Les clés sont sous le siège. Venez avec nous, » supplia Zoé. Antoine secoua la tête avec un sourire triste. « Mon temps est compté, mon enfant, un vieux cancer qui me ronge, mais je peux encore vous faire gagner du temps. Allez, retrouvez votre mère, dites-lui. » Sa voix se brisa légèrement. « Dites-lui que ces roses l'attendent toujours. » Alors qu'il s'éloignait par le jardin, Zoé jeta un dernier regard en arrière. Antoine Martel se tenait droit sur le seuil de sa maison, digne et serein, prêt à affronter une dernière fois les démons du passé. Dans la camionnette qui les emmenait vers l'est, vers ce couvent où vivait peut-être sa mère, Zoé ouvrit le journal de Céleste et commença à lire, plongeant dans les pensées et les émotions de cette femme qu'elle n'avait jamais connue, mais dont le sang coulait dans ses veines. Le couvent Sainte-Marie se dressait sur une colline dominant le lac du Bourget. Bâtisse austère du XVIIe siècle, ses murs de pierre grise semblaient défier le temps. Des glycines centenaires grimpaient le long de la façade, ajoutant une touche de douceur à la solennité des lieux. C'est là que Noémie, anciennement Céleste Dumas, avait passé les 23 dernières années de sa vie. Elle n'était pas devenue religieuse à proprement parler, mais vivait parmi les sœurs comme assistante, s'occupant essentiellement du jardin et de la bibliothèque. Ce matin-là, comme chaque jour depuis des années, elle s'éveilla avant l'aube. Son petit logement, une chambre modeste attenante au couvent, baignait dans la lumière bleutée de l'aurore. À 48 ans, son visage avait gardé une beauté sereine, malgré les fines rides qui témoignaient du passage du temps. Ses longs cheveux, désormais striés de mèches argentées, étaient soigneusement tressés sur son épaule. Comme chaque matin, elle porta instinctivement la main à son cou, cherchant le pendentif qu'elle ne portait plus depuis longtemps. Ce geste, ce réflexe inexplicable, faisait partie des nombreux mystères qui entouraient son passé. Sœur Béatrice, l'infirmière qui l'avait soignée à son arrivée, lui avait expliqué qu'elle était arrivée gravement blessée, sans papier, sans identité, une amnésie post-traumatique, avait diagnostiqué les médecins. Totale, irréversible peut-être. Au fil des ans, Noémie avait accepté cette absence de passé. Elle s'était reconstruite dans ce havre de paix, trouvant du réconfort dans la routine immuable du couvent et dans la bienveillance des religieuses qui avaient fait d'elle l'une des leurs, sans jamais la presser de questions. Pourtant, parfois, des bribes lui revenaient, des sensations fugaces, des rêves étrangement vivaces, le parfum d'un rosier qui déclenchait une émotion inexplicable,
une berceuse qu'elle se surprenait à fredonner sans savoir où elle l'avait apprise, et ses cauchemars récurrents, où elle courait sous la pluie, terrifiée, protégeant son ventre rond. « Vous avez encore fait ce rêve », constata sœur Béatrice en lui apportant son thé du matin. Ce n'était pas une question. La religieuse, septuagénaire au regard vif et à la langue parfois acérée, connaissait Noémie mieux que quiconque. Elle avait été la première à lui parler quand elle avait repris conscience, perdue et terrifiée, dans ce lit d'hôpital. « Toujours le même », confirma Noémie. « Cette route mouillée, ces phares qui m'aveuglent, cette douleur et ce bébé qui pleure que je ne peux pas atteindre. » Sœur Béatrice s'assit pesamment sur la chaise en bois, son visage inhabituellement grave. « Noémie, il faut que nous parlions. J'ai reçu un appel hier soir, une voix du passé. » La tasse de thé trembla légèrement entre les mains de Noémie. « Que voulez-vous dire ? Vous vous êtes toujours demandé pourquoi nous n'avions jamais cherché à retrouver votre famille, à votre identité. Vous m'avez dit que c'était trop dangereux, que certains secrets devaient rester enfouis. Et c'était vrai. » La vieille religieuse soupira profondément. « Quand on vous a amené ici, il y avait cet homme, Antoine. Il nous a supplié de vous cacher, de vous protéger. Il disait que votre vie était en danger, que des gens puissants voulaient vous faire taire. » Noémie posa sa tasse, soudain glacée malgré la chaleur du thé. « Qui suis-je réellement, sœur Béatrice ?» Au lieu de répondre, la religieuse sortit de sa poche un vieux journal plié. La une montrait une jeune femme, le visage partiellement visible malgré les flammes qui l'entouraient. Le titre annonçait « Héroïne lyonnaise. Une serveuse sauve un enfant d'un incendie. » Regardez cette photo, Noémie. Regardez attentivement. Noémie prit le journal. Perplexe, la jeune femme sur la photo lui semblait vaguement familière, comme un écho lointain. Mais ce qui attira son attention, ce fut le pendentif que portait la serveuse. Un demi-cercle argent, exactement comme celui qu'elle avait perdu. Son cœur s'emballa. « Qui est-ce » murmura-t-elle. « Son nom est Zoé Mercier. Elle a 25 ans. » Sœur Béatrice fit une pause. « Et je crois... Non, je suis certaine que c'est votre fille. » Le monde s'effondra autour de Noémie. Dans la vieille camionnette d'Antoine, Zoé et Jacques roulaient en silence. Le journal de Céleste reposait sur les genoux de la jeune femme, ouvert à une page datée de février 2002. « J'ai senti mon bébé bouger aujourd'hui, plus fort que jamais, une petite fille. J'en suis convaincue. Jacques veut l'appeler Zoé, comme sa grand-mère maternelle. Zoé Perrin. Cela sonne comme une promesse d'avenir. Mireille était encore insupportable ce matin. J'ai surpris son regard sur mon ventre. Un regard glacial, presque haineux. Je ne comprends pas cette femme. Qu'ai-je fait pour mériter tant d'animosité ? Jacques dit que c'est sa nature, qu'elle a toujours été ainsi, même enfant, possessive, calculatrice. Mais je sens quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Antoine m'a conseillé de quitter le manoir, d'aller vivre ailleurs jusqu'à la naissance. Mais Jacques insiste pour que je reste, pour que nous affrontions sa sœur ensemble. Il est si confiant, si certain que tout ira bien. » Zoé referma le journal, émue aux larmes. Ces mots, écrits par sa mère biologique avant même sa naissance, résonnaient en elle comme une mélodie longtemps oubliée. Elle semblait si heureuse, si pleine d'espoir, murmura-t-elle. Jacques gardait les yeux fixés sur la route. Mais Zoé pouvait voir la tension de sa mâchoire, les larmes contenues. Elle l'était, nous l'étions, jusqu'à ce que... Il ne termina pas sa phrase. Son téléphone vibra. C'était Louis, son assistant. « Monsieur, j'ai de mauvaises nouvelles. Antoine Martel a été retrouvé inconscient chez lui. Apparemment, une crise cardiaque, il a été transporté à l'hôpital et Madame Perrin est en route vers Chanaz. Son hélicoptère a décollé il y a 20 minutes. » Jacques frappa le volant du poing. « Elle sait, je ne sais pas comment, mais elle sait pour le couvent. » Il accéléra. Poussant la vieille camionnette dans ses derniers retranchements, la route sinueuse qui serpentait autour du lac du Bourget défilait à une vitesse alarmante. « Antoine va s'en sortir », demanda Zoé, inquiète pour le vieil homme qui avait protégé sa mère toutes ces années. « Je l'espère, mais connaissant ma sœur, je doute que ce soit réellement une crise cardiaque. » Ils roulèrent ainsi pendant près d'1 heure, chacun perdu dans ses pensées. Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils aperçurent enfin les tours du couvent Sainte-Marie qui se détachaient sur le ciel.
Nous y sommes presque, murmura Jacques. Après toutes ces années, c'est alors qu'ils entendirent le vrombissement caractéristique d'un hélicoptère. Au-dessus d'eux, un appareil noir et élégant se dirigeait vers le même point. « Mireille !» cracha Jacques. « Elle va arriver avant nous. » Zoé sentit la panique l'envahir. Cette femme qui avait orchestré la séparation de sa famille, qui avait menacé mamie Odette, qui semblait prête à tout pour préserver son secret, elle allait atteindre sa mère avant eux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le visage de Jacques s'assombrit. Je ne sais pas, mais elle n'a pas fait tout ça pour permettre aujourd'hui des retrouvailles. Au couvent. Noémie était assise sur un banc du jardin, immobile comme une statue. Les révélations de sœur Béatrice l'avaient plongée dans un état second, entre choc et incrédulité. Une fille. Elle avait une fille. Ce bébé de ses cauchemars, ce n'était pas un simple rêve. C'était un souvenir de l'enfant qu'on lui avait arraché. Des bribes lui revenaient maintenant, comme des pièces d'un puzzle trop longtemps éparpillé. Le visage d'un homme qu'elle avait aimé, un jardin rempli de roses, une maison imposante surplombant la ville, et cette peur, cette terrible peur qui l'avait poussée à fuir dans la nuit. Le bruit d'un hélicoptère l'attira de sa rêverie. L'appareil se posait dans le champ voisin, soulevant un nuage de poussière. Noémie plissa les yeux pour distinguer la silhouette qui en descendait. Une femme élégante, au port altier, dont la simple vue déclencha en elle une vague de terreur irrationnelle. « Mireille » murmura-t-elle, surprise elle-même de ce nom qui venait de franchir ses lèvres. Et soudain, comme un barrage qui cède, les souvenirs affluèrent en masse, violents, douloureux, écrasants. Elle se souvint de tout. Une semaine plus tôt, Zoé n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation. Une semaine plus tôt, elle était simplement une serveuse, menant une vie ordinaire avec sa grand-mère adoptive. Ignorant tout de ses véritables origines, la camionnette d'Antoine peinait dans les derniers virages menant au couvent. Jacques serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. « Nous sommes presque arrivés », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Zoé. Soudain, un craquement terrifiant retentit sous le capot. Suivi d'un nuage de fumée noire, le moteur tout sauta une dernière fois avant de s'arrêter complètement. « Non, pas maintenant !» Jacques frappa le volant avec rage. Ils étaient immobilisés à moins d'1 kilomètre du couvent, visible au sommet de la colline. L'hélicoptère de Mireille était déjà posé dans un champ adjacent. « Nous continuerons à pied », décida Zoé en ouvrant sa portière. La pente était raide, le chemin caillouteux. Zoé sentait son cœur battre à tout rompre, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi de l'appréhension. Que dirait-elle à cette femme qui était sa mère biologique? Comment réagirait Céleste ou Noémie, comme on l'appelait maintenant, en la voyant? Et surtout, qu'allait faire Mireille dans le jardin du couvent? Mireille Perrin avançait d'un pas assuré vers la femme assise sur le banc. 23 ans s'étaient écoulés, mais elle aurait reconnu ce profil n'importe où, Céleste Dumas, l'intrigante qui avait failli tout lui prendre. « Bonjour Céleste », dit-elle d'une voix suave. « Quel plaisir de te retrouver après toutes ces années. » Noémie, car c'était ainsi qu'elle se considérait encore, malgré le flot de souvenirs qui l'assaillait, leva les yeux. Le visage de Mireille Perrin n'avait guère changé. Toujours cette beauté froide, cette élégance calculée, et surtout, cette lueur cruelle dans le regard. « Mireille », répondit-elle simplement, « tu te souviens de moi, comme c'est touchant. Les médecins disaient pourtant que ton amnésie était permanente. » Noémie se leva lentement. Une étrange sensation l'envahissait. Non pas de la peur, mais une colère sourde, primitive, qui montait des profondeurs de son être. « Je me souviens de tout, » articula-t-elle, « de tout ce que tu as fait. » Le sourire de Mireille vacilla légèrement. « Tu as toujours eu tendance à dramatiser, ma chère. » Elle jeta un regard circulaire sur le jardin paisible. « Mais regarde-toi, une vie simple, sereine, loin du tumulte du monde. N'est-ce pas préférable au scandale qui vous aurait éclaboussé, toi et Jacques? Tu as fait enlever une femme enceinte, tu as séparé une mère de son enfant. » Mireille haussa les épaules avec une indifférence calculée. Des décisions difficiles, mais nécessaires. Mon frère était aveuglé par ses sentiments. Quelqu'un devait protéger les intérêts de la famille. Ma fille, la voix de Noémie trembla. Qu'est devenue ma fille? Le sourire de Mireille s'élargit, venimeux. Ta fille a grandi ignorant tout de ses origines, une serveuse dans un hôtel de luxe. Quelle ironie! N'est-ce pas? Servir les riches au lieu d'être l'une d'eux,
Mais ne t'inquiète pas, elle ne souffrira plus très longtemps. » Noémie fit un pas en avant, soudain terrifiée. « Que lui as-tu fait ? » ?»« Moi ? Rien. Mais la vie est pleine d'accidents, n'est-ce pas ? Comme celui qui t'a amené ici, à cet instant. » Sœur Béatrice apparut à la porte du couvent, son visage âgé marqué par l'inquiétude. « Noémie, la télévision, viens vite. » Dans la petite salle commune du couvent, plusieurs religieuses étaient rassemblées devant un écran qui diffusait un flash d'information, un immeuble en flammes dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, des pompiers qui s'activaient et une voix de journaliste qui commentait. « Dramatique incendie qui a éclaté il y a moins d'1 heure, selon les premiers témoignages. Une jeune femme se serait précipitée dans l'immeuble en flammes pour sauver un enfant piégé au 3e étage. La caméra montra alors une silhouette émergeant de la fumée. Portant un petit corps inerte dans ses bras, Noémie porta la main à sa bouche, même à travers la fumée et la suie qui maculèrent son visage. Elle reconnut la jeune femme de la photo du journal. Sa fille, Zoé, murmura-t-elle, le nom semblant résonner en elle comme un écho lointain. La journaliste continuait. L'héroïque jeune femme, identifiée comme Zoé Mercier, 25 ans, a été grièvement blessée lors du sauvetage. Elle a été transportée à l'hôpital Édouard Herriot dans un état critique. Noémie se tourna vers Mireille, qui observait la scène avec un détachement glaçant. « Tu savais, ce n'était pas une question. Une regrettable coïncidence, » répondit Mireille avec un sourire qui démentait ses paroles. « Les immeubles anciens de Lyon sont si inflammables. » Sœur Béatrice s'interposa, son visage habituellement bienveillant transformé par l'indignation. « Cette femme doit partir, immédiatement. »« Oh, je m'en vais, » acquiesça Mireille. « Ma visite était simplement une précaution pour m'assurer que le passé reste bien enterré. » Elle se tourna vers Noémie. « Ne t'inquiète pas pour ta fille. Les médecins font des miracles de nos jours. » Quoique, dans son état, elle n'acheva pas sa phrase, mais son sourire en disait long. Au moment où elle atteignait la porte, des voix agitées retentirent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement, révélant 2 silhouettes essoufflées. Jacques et Zoé se tenaient là, haletants, épuisés par leur course jusqu'au couvent. Le temps sembla se figer. Jacques regarda fixement la femme qui se tenait près de la télévision. Comme s'il voyait un fantôme, malgré les années, malgré les changements subtils apportés par le temps, il aurait reconnu ce visage entre mille. « Céleste », murmura-t-il, incrédule. Noémie porta une main tremblante à sa bouche. Les souvenirs déferlèrent maintenant comme un torrent impossible à endiguer. Le visage de cet homme, l'homme qu'elle avait aimé, le père de son enfant, Jacques. Et puis son regard se posa sur la jeune femme à côté de lui. Son cœur manqua un battement. C'était comme se regarder dans un miroir qui aurait remonté le temps. Les mêmes yeux, le même port de tête fier, la même expression déterminée. « Ma fille » souffla-t-elle, les jambes soudain faibles. Mireille, coincée entre ces retrouvailles qu'elle avait tant redoutées, chercha à s'esquiver, mais Jacques, sortant de sa stupeur, l'agrippa fermement par le bras. « Tu ne vas nulle part » gronda-t-il, une fureur contenue dans chaque syllabe. « Tout est fini, Mireille, tes mensonges, tes manipulations, tout. » Un rire nerveux échappa à Mireille. « Fini, tu crois vraiment que c'est si simple, Jacques ? Regarde-la. » Elle désigna Noémie d'un geste méprisant. Une femme brisée, sans mémoire, qui a passé sa vie dans un couvent, et cette fille, une simple serveuse. « C'est ça ta famille rêvée. Tais-toi, » siffla Jacques. Mais Mireille n'en avait pas fini. « Et que crois-tu qu'il va se passer maintenant ? Que vous allez tous vivre heureux pour toujours ? Tu oublies un petit détail. La moitié de Perrin Industries m'appartient, et je préférerais voir l'entreprise s'effondrer plutôt que de la partager avec eux. » Pendant cet échange, Zoé s'était approchée de Noémie. Les 2 femmes se regardaient, pétrifiées par l'émotion. Zoé tendit une main hésitante, comme pour toucher ce visage qui lui semblait à la fois étranger et familier. « Maman » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. À ce mot, quelque chose sembla se briser en Noémie. Des larmes jaillirent de ses yeux, incontrôlables. Elle attira Zoé contre elle dans une étreinte désespérée. « Ma petite fille, mon bébé » sanglota-t-elle. Les religieuses s'étaient discrètement retirées, laissant à cette famille déchirer l'intimité de leurs retrouvailles. Seule sœur Béatrice restait. Veillant de loin sur celle qu'elle avait protégée pendant 23 ans, Mireille profita de la distraction générale pour se dégager de l'emprise de son frère. « C'est très touchant, vraiment. »
railla-t-elle. Mais n'oubliez pas que cette fille est en train de brûler vif dans un immeuble à Lyon. Zoé se détacha de l'étreinte de sa mère, confuse. De quoi parle-t-elle? Jacques désigna la télévision du menton, l'écran montrait toujours les images de l'incendie, et la photo de l'héroïque Zoé Mercier apparaissait en médaillon. « Elle croit que c'est toi », expliqua-t-il. Mireille regarda alternativement l'écran et la jeune femme bien vivante devant elle. Pour la première fois, son masque d'assurance se fissura. « C'est impossible. Mes hommes m'ont confirmé que... » « Que quoi? Que tu as tenté de faire tuer une innocente pour couvrir tes crimes » compléta Jacques, glacial. « Mais tu t'es trompée de cible, Mireille, comme toujours. » Mireille recula vers la porte, soudain moins assurée. « Vous n'avez aucune preuve, rien que des allégations. Nous avons le témoignage d'Antoine Martel, » contredit Jacques. « Le journal de Céleste, les aveux de Victor Moreau, ton ancien chauffeur, et maintenant, cette tentative de meurtre déguisée en accident. » Le visage de Mireille se déforma sous l'effet de la rage et de la peur. « Ce n'est pas terminé !» cracha-t-elle avant de s'enfuir. Jacques s'apprêtait à la poursuivre, mais Céleste l'arrêta d'un geste. « Laisse-la partir, Jacques. » Pour l'instant, il se tourna vers elle, et tout le reste sembla s'effacer. 23 ans de souffrance, de questions sans réponse, de recherches désespérées, et elle était là, devant lui. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. « Après tout ce temps. » « Je ne savais pas qui j'étais, » répondit simplement Céleste. Jusqu'à aujourd'hui, Zoé regardait ses parents, ces deux étrangers qui lui semblaient pourtant si familiers. Son monde avait basculé en quelques jours, mais pour la première fois depuis le début de cette folle aventure, elle sentait une étrange paix l'envahir, comme guidée par un instinct plus ancien que sa conscience. Elle sortit de sa poche le demi-pendentif en forme de lune. Céleste porta la main à son cou, cherchant par réflexe la moitié manquante qu'elle ne portait plus. « Le pendentif, » murmura-t-elle. « J'ai l'autre moitié, » dit doucement Zoé. « Antoine nous l'a donné. » À la mention du vieux jardinier, le visage de Jacques s'assombrit. « Antoine est à l'hôpital. La crise cardiaque qu'il a subie juste après notre départ. Je doute qu'elle soit naturelle. » Céleste hocha gravement la tête. « Et cette jeune femme à la télévision, celle que Mireille croyait être Zoé. Nous devons découvrir qui elle est, » décida Jacques, et surtout, si elle va survivre. Il sortit son téléphone pour appeler Louis, son assistant, mais s'arrêta net en constatant qu'il n'avait aucun signal dans l'enceinte du couvent. Sœur Béatrice s'approcha alors. « Vous pouvez utiliser notre ligne fixe, dans le bureau de mère supérieure. » Tandis que Jacques s'éloignait pour passer son appel, Céleste et Zoé restèrent face à face, se dévorant des yeux, comme pour rattraper toutes ces années perdues. « Je t'ai cherché, » murmura Céleste. Dans mes rêves, sans même savoir que tu existais, Zoé sentit les larmes couler sur ses joues. Et moi, j'ai toujours su qu'il manquait quelque chose, quelqu'un. Elles s'étreignirent à nouveau, sous le regard ému de sœur Béatrice qui essuyait discrètement une larme, ce que personne ne remarqua. C'est la voiture noire qui quittait le parking du couvent à toute vitesse, avec Mireille au volant, son téléphone collé à l'oreille. « Changement de plan », ordonna-t-elle à son interlocuteur. « La fille est vivante, et maintenant, ils savent tout. » L'hôpital Édouard Herriot de Lyon était en effervescence. Les urgences avaient rarement connu une telle agitation depuis l'arrivée de la jeune héroïne de l'incendie de la Croix-Rousse. Les médias campèrent devant l'entrée, avides d'informations sur l'état de santé de celle que les journaux appelaient déjà « l'ange des flammes », derrière les portes battantes de la réanimation. La réalité était bien moins romanesque. Emma Leroy, 24 ans, serveuse à l'hôtel Mirabeau et amie proche de Zoé, luttait contre la mort. Son corps, couvert de brûlures au second et troisième degré, était maintenu artificiellement en vie par une impressionnante batterie de machines. Dans le couloir, la silhouette voûtée de mamie Odette se dessinait sur une chaise roulante. L'infarctus qu'elle avait subi quelques jours plus tôt l'avait considérablement affaiblie, mais elle avait insisté pour quitter sa chambre et veiller sur la jeune femme qu'elle ne connaissait que comme collègue de sa petite fille. Une infirmière s'approcha doucement. « Madame Mercier, vous devriez retourner dans votre chambre. »« Si votre état, mon état importe peu, » coupa sèchement Odette. « Cette petite n'a personne. Sa famille est en Bretagne. Ils n'arriveront que demain. Je reste. » L'infirmière n'insista pas, habituée à la détermination de cette vieille dame qui, malgré sa fragilité apparente, imposait un respect naturel. Ce que personne ne savait,
c'est qu'Odette veillait sur Emma pour une autre raison. La jeune femme avait été prise pour Zoé, sa chevelure rousse, sa silhouette similaire, et surtout, le demi-pendentif que Zoé lui avait prêté la veille. Un geste anodin entre amis qui avait eu des conséquences tragiques. « Pardonne-moi, petite », murmura Odette en regardant le visage tuméfié d'Emma à travers la vitre. « C'est toi qui paies pour nos secrets. » À l'autre bout du couloir, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Une femme élégante à l'allure autoritaire s'avança vers le bureau des infirmières. Odette se raidit en reconnaissant Mireille Perrin. « Je suis venue prendre des nouvelles de la jeune femme de l'incendie », annonça Mireille d'une voix mielleuse. « La Fondation Perrin souhaite couvrir tous ses frais médicaux. » L'infirmière-chef, impressionnée par cette visiteuse distinguée, dont le nom était associé à de nombreuses œuvres caritatives, s'empressa de la conduire vers la chambre d'Emma. En passant devant Odette, Mireille ralentit imperceptiblement. Un sourire glacial effleura ses lèvres. « Madame Mercier, quelle surprise, je vous croyais souffrante. »« Pas assez pour vous faire plaisir, madame, » répliqua Odette, le regard dur. Mireille se pencha vers elle, baissant la voix pour que seule la vieille femme puisse l'entendre. « Profitez de ces derniers moments, quand j'en aurai fini avec votre prétendue petite-fille, et cette fille inconsciente. Ce sera votre tour. » Sans attendre de réponse, elle poursuivit son chemin vers la chambre d'Emma. Suivie par l'infirmière obséquieuse, Odette sentit son cœur s'emballer dangereusement. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone et composa le numéro que Jacques Perrin lui avait laissé avant de partir à la recherche de Céleste. Dans la petite Citroën empruntée au couvent, Jacques conduisait à vive allure sur l'autoroute menant à Lyon. À ses côtés, Céleste regardait défiler le paysage, encore étourdie par le flot de souvenirs qui continuait d'affluer sur la banquette arrière. Zoé sommeillait, épuisée par les émotions des derniers jours. Le téléphone de Jacques vibra. « Perrin !» La voix tremblante d'Odette lui parvint. Entrecoupée de respirations difficiles, « Monsieur Perrin, Mireille, elle est ici, à l'hôpital. »« Odette, que se passe-t-il ?»« La fille de l'incendie, ce n'est pas Zoé, c'est Emma, son amie. Elle portait le pendentif de Zoé. Mireille vient d'arriver. Je crois qu'elle veut. » La communication se coupa brusquement. « Odette, Odette !» Céleste se redressa, alarmée par le ton de Jacques. « Que se passe-t-il ?»« Mireille est à l'hôpital, avec la fille de l'incendie, qui n'est pas Zoé, mais son amie Emma. » Il frappa le volant, frustré. « Et Odette est là aussi, bon sang. Elle devrait être en convalescence. » Zoé, réveillée par l'agitation, se pencha en avant. « Emma, mon Emma de l'hôtel, c'est elle qui a sauvé cet enfant. » La culpabilité se lisait sur son visage. Si Emma avait été prise pour cible, c'était uniquement parce qu'elle lui ressemblait et portait son pendentif. « Nous devons faire vite, » décida Jacques en accélérant encore. « Mireille doit penser qu'Emma est Zoé, et quand elle découvrira son erreur, » il n'acheva pas sa phrase. Mais tous comprirent, la sœur de Jacques avait déjà prouvé qu'elle ne reculerait devant rien pour préserver ses secrets. La voiture filait dans la nuit, traverse villes et villages endormis. À l'intérieur, le silence était lourd d'appréhension. « Pourquoi ?» murmura soudain Céleste. « Pourquoi tant de haine, tant de violence ? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle nous détruise ainsi ?» Jacques soupira profondément. « Ce n'est pas toi. Céleste, ça n'a jamais été toi. Alors quoi ? Mireille a toujours été différente, possessive jusqu'à l'obsession. Quand nos parents sont morts, elle s'est accrochée à moi comme à une bouée de sauvetage. Je suis devenue son univers, et quand tu es entré dans ma vie, elle a vu en moi une rivale, » compléta Céleste, comprenant enfin. Plus que cela, une menace pour l'équilibre qu'elle s'était construit. L'entreprise, la fortune familiale, mon attention, tout cela était son territoire. Et puis la grossesse a été l'élément déclencheur. L'idée qu'une partie de l'héritage Perrin puisse aller à un enfant qui n'était pas pur sang. Comme elle disait, Zoé écoutait, horrifiée par cette révélation sur sa tante. Cette femme qui avait orchestré la destruction de sa famille avant même sa naissance, par pure jalousie possessive. « Elle était malade », murmura-t-elle. « Oui », acquiesça Jacques, « mais sa maladie a détruit nos vies. Et maintenant, elle s'apprête à commettre l'irréparable. » Il prit son téléphone et appela Louis, son assistant. « Louis, contacte immédiatement la sécurité de l'hôpital Édouard Herriot, qu'il trouve Mireille Perrin et l'empêche d'approcher la chambre d'Emma Leroy, la victime de l'incendie. Dis-leur qu'elle représente un danger et contacte également la police. Dis-leur que nous avons des preuves impliquant Mireille dans plusieurs tentatives de meurtre. À l'arrière,
Zoé serrait convulsivement la moitié du pendentif lunaire. « Emma est mon amie depuis 5 ans, dit-elle, la voix tremblante. C'est elle qui m'a aidée à m'intégrer à l'hôtel. Elle n'a pas de famille à Lyon, juste des parents éloignés en Bretagne. Elle est seule. » Céleste se retourna et prit la main de sa fille. « Nous arriverons à temps, » promit-elle, espérant de toutes ses forces ne pas mentir. À l'hôpital, Mireille se tenait au pied du lit d'Emma. Observant avec une curiosité clinique le corps martyrisé de la jeune femme, l'infirmière l'avait laissée seule, touchée par son apparente compassion. « Ainsi, tu n'es pas morte dans l'incendie, » murmura-t-elle. « Quel dommage. Ça aurait été tellement plus simple. » Elle s'approcha du moniteur cardiaque. Étudiant les courbes et les chiffres qui s'y affichaient, en tant que membre du conseil d'administration de plusieurs hôpitaux, elle connaissait suffisamment la médecine pour savoir interpréter ces données. Tu ne survivras probablement pas à tes blessures, de toute façon, mais pourquoi laisser le hasard décider? Sa main s'approcha lentement du respirateur artificiel. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Odette apparut dans l'encadrement, poussant péniblement sa chaise roulante. « Ne la touchez pas !» cria-t-elle de toutes ses forces. Mireille se retourna, surprise mais nullement déconcertée. « Madame Mercier, toujours au mauvais endroit au mauvais moment, n'est-ce pas? J'ai prévenu la sécurité. Ils arrivent. » Un sourire amusé étira les lèvres parfaitement maquillées de Mireille. « Vraiment? Et que leur avez-vous dit exactement? Que la respectée Mireille Perrin, bienfaitrice notoire, est venue finir le travail qu'elle a commencé il y a 23 ans. Qui vous croirait? » Elle s'avança vers Odette, menaçante. « Savez-vous que cette fille n'est même pas Zoé? Votre précieuse petite fille est bien vivante, quelque part avec mon frère et cette femme que je croyais morte. Tout ça pour rien. » Odette recula sa chaise, cherchant désespérément une issue. « Vous ne vous en sortirez pas cette fois, » lança-t-elle avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait. « Oh, mais si, comme toujours. D'abord, je vais m'occuper de vous, une vieille femme cardiaque, déjà fragilisée. Un second infarctus ne surprendra personne, puis cette malheureuse jeune fille succombera à ses blessures. Tragique, mais pas inattendu. Et enfin, retentit une voix depuis le seuil. Mireille se figea. Dans l'encadrement de la porte se tenaient Jacques, Céleste et Zoé, accompagnés de 2 agents de sécurité et d'un policier en uniforme. « Jacques !» souffla Mireille, son masque d'assurance se fissurant pour la première fois. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je venais juste prendre des nouvelles de... » « Assez de mensonges, Mireille !» coupa Jacques d'une voix glaciale. « Tout est terminé. » Le policier s'avança, sortant des menottes. « Madame Perrin, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, enlèvement et séquestration. Vous avez le droit de garder le silence. » Mais Mireille n'écoutait plus. Son regard allait de Jacques à Céleste, puis à Zoé. Cette famille enfin réunie qu'elle avait tout fait pour détruire, une rage folle monta en elle. D'un geste vif, elle sortit un petit pistolet de son sac. « Si je tombe, nous tombons tous !» siffla-t-elle. Le coup partit avec un bruit assourdissant. Le temps sembla se suspendre après la détonation, dans l'espace confiné de la chambre d'hôpital. Le bruit résonna avec une violence assourdissante. Zoé vit sa mère tomber à genoux. Jacques se précipitait vers elle. Le policier et les agents de sécurité maîtrisaient déjà Mireille. Plaquée au sol malgré sa résistance acharnée, le pistolet avait été projeté sous le lit d'Emma. « Maman !» cria Zoé en s'agenouillant auprès de Céleste, mais contre toute attente. Céleste se redressa, tremblante mais indemne. La balle avait manqué sa cible, se logeant dans le mur derrière elle. « Ça va !» murmura-t-elle, encore sous le choc. « Ça va !» Mireille, maintenue au sol par les agents, hurlait des propos incohérents. Son masque de froideur calculé s'était effondré, révélant une folie qu'elle avait trop longtemps dissimulée sous un vernis de sophistication. « Tu ne comprends pas, Jacques !» criait-elle, le visage déformé par la rage. « J'ai tout fait pour toi, pour nous, cette femme et sa bâtarde allaient tout nous prendre. » Le policier lui passa les menottes et récita ses droits d'une voix mécanique, tandis qu'un médecin, alerté par le coup de feu, entrait en trombe dans la chambre. Au milieu de cette agitation, personne ne remarqua immédiatement que les moniteurs reliés à Emma s'étaient emballés. Son rythme cardiaque, jusque-là faible mais stable, s'accélérait dangereusement. Une infirmière se précipita à son chevet. « Elle fait une réaction au stress », annonça-t-elle. « Tout le monde dehors. » Maintenant, Zoé, Jacques et Céleste furent poussés dans le couloir,
tandis qu'une équipe médicale s'activait autour d'Emma. À travers la vitre, ils observaient, impuissants, ce ballet frénétique. « C'est ma faute », murmura Zoé, dévastée. « Si je ne lui avais pas prêté ce pendentif… »« Non !» intervint fermement Odette, qui s'était approchée dans sa chaise roulante. « La seule coupable est cette femme malade. » Ils regardèrent Mireille être emmenée par 2 policiers, encadrés par Louis qui venait d'arriver, et semblait donner des instructions précises aux forces de l'ordre, dans la chambre. Les médecins luttaient toujours pour stabiliser Emma. L'un d'eux sortit, le visage grave. Son état se dégrade rapidement. Le stress de l'incident a déclenché une réaction inflammatoire massive. Nous faisons tout notre possible, mais… Il n'acheva pas sa phrase, mais son regard en disait long. « Elle va mourir à cause de nous », sanglota Zoé. « Non », corrigea doucement Jacques. « Si elle meurt, ce sera à cause de Mireille. Mais nous n'en sommes pas encore là. » Un silence pesant s'installa, uniquement troublé par les bruits étouffés des machines et les ordres des médecins qui leur parvenaient à travers la porte entr'ouverte. Céleste regardait fixement Emma à travers la vitre. Quelque chose dans le visage tuméfié de la jeune femme lui rappelait étrangement Zoé. Pas seulement la ressemblance physique qui avait trompé Mireille, mais quelque chose de plus profond, une détermination, une force intérieure, sans qu'elle comprenne pourquoi. Une mélodie monta à ses lèvres, une berceuse ancienne, presque oubliée, qu'elle avait fredonnée pour son bébé à naître, des années auparavant. Dans l'ombre de la nuit, ma lune argentée, dors en paix mon enfant, les étoiles te veillent. Sa voix, d'abord hésitante, prit de l'assurance. Jacques la regarda, stupéfait. « Cette chanson, » murmura-t-il, « tu l'as chantée tout le temps pendant ta grossesse. » Zoé sentit un frisson la parcourir. Cette mélodie, ces paroles, elles réveillaient en elle un écho lointain, comme si elles avaient été imprimées dans son âme avant même sa naissance. « Continue, maman, » chuchota-t-elle. « S'il te plaît. » Céleste s'approcha de la porte entr'ouverte, sa voix portant désormais clairement jusqu'au lit d'Emma, que les vents et les mers, que les monts et les plaines ne t'éloignent jamais de celle qui t'aime. À la surprise générale, le moniteur cardiaque d'Emma sembla réagir. Son rythme, erratique quelques instants plus tôt, commençait à se stabiliser. Un médecin sortit de la chambre, intrigué par ce phénomène. « Continuez », ordonna-t-il à Céleste. « Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça fonctionne. » Céleste s'approcha alors du lit, avec l'autorisation du médecin, et continua sa berceuse, prenant doucement la main bandée d'Emma, car même séparée par les ombres du temps, mon amour te guidera, toujours, éternellement. Les chiffres sur les moniteurs continuèrent de s'améliorer. L'équipe médicale observait, incrédule, ce miracle inexplicable. « C'est la même chanson », murmura Odette, émue. « La même que tu fredonnais dans ton sommeil quand tu étais petite, Zoé. La même qui te calmait lorsque tu faisais des cauchemars. » Jacques s'était rapproché à son tour, posant une main sur l'épaule de Céleste. « Tu chantais cette berceuse tous les soirs, avant. » Sa voix se brisa légèrement, avant que tout ne bascule. Zoé s'approcha du lit à son tour, comme dans un rêve. Elle commença à fredonner la mélodie avec sa mère. Les paroles lui revenant naturellement, comme si elles avaient toujours été là, nichées dans un recoin de sa mémoire. Leurs 2 voix s'entremêlaient, créant une harmonie parfaite, la mère et la fille, séparées pendant 23 ans, réunies dans cette chanson qui avait traversé le temps et l'oubli. Et alors, sous leurs yeux ébahis, un miracle se produisit. Les doigts d'Emma tressaillirent légèrement. Ses paupières tuméfiées frémirent. « Elle réagit », souffla le médecin. « Continuez, je vous en prie. » Pendant de longues minutes, Céleste et Zoé chantèrent, leur voix devenant plus assurée. Plus puissante, Jacques les observait, bouleversé par cette scène qu'il n'aurait jamais cru possible. Soudain, Emma ouvrit faiblement les yeux. Son regard vitreux se posa sur Zoé, puis sur Céleste. Un faible sourire étira ses lèvres craquelées. « Zoé », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Tu es revenue ?»« Je suis là, Emma », répondit doucement Zoé, serrant délicatement sa main entre les siennes. « Je suis là, et je ne te quitterai pas. » Le médecin s'approcha, examinant rapidement les constantes vitales. « C'est incroyable », déclara-t-il. « Ses signes vitaux s'améliorent. La réaction inflammatoire semble se calmer. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. » Céleste continuait à fredonner doucement,
comme si la mélodie elle-même possédait un pouvoir guérisseur. La musique a parfois des effets thérapeutiques inexpliqués, expliqua le médecin. Et visiblement, votre voix a un impact émotionnel fort sur elle. Ce n'est pas juste la musique, intervint Jacques, c'est l'amour. L'amour qui a traversé 23 ans de séparation, qui a survécu à l'amnésie, au mensonge, à la haine. Odette s'était approchée à son tour, son vieux visage sillonné de larmes. « J'ai toujours su que ce jour viendrait », murmura-t-elle. « Le jour où les deux moitiés du pendentif se rejoindraient, où le cercle serait enfin complet. » À ces mots, Zoé sortit de sa poche les deux moitiés du pendentif lunaire. Avec des gestes précautionneux, elle les assembla. Les deux pièces s'emboîtèrent parfaitement, comme si elles n'avaient jamais été séparées. Un symbole parfait, commenta doucement Jacques. Brisé, mais finalement réuni, comme notre famille. Les heures qui suivirent passèrent dans une sorte de brouillard émotionnel. Des policiers vinrent prendre leur déposition. Louis apporta les documents qu'Antoine Martel avait conservés toutes ces années, preuves accablantes contre Mireille. On leur apprit que Mireille avait été officiellement inculpée de tentative de meurtre, d'enlèvement, de séquestration et de nombreux autres chefs d'accusation, les aveux de Victor Moreau, le témoignage d'Antoine, le journal de Céleste, tout concordait pour former un dossier accablant. Elle ne s'en sortira pas cette fois, assura Louis, même avec les meilleurs avocats. Mais la famille réunie semblait plus préoccupée par l'état d'Emma que par le sort de Mireille. La jeune femme, bien que toujours dans un état critique, montrait des signes encourageants d'amélioration. Les prochaines 48 heures seront décisives, avait expliqué le médecin, mais je suis optimiste. Elle a une volonté de vivre extraordinaire. Cette nuit-là, Zoé refusa de quitter l'hôpital. Jacques et Céleste restèrent à ses côtés, installés dans la salle d'attente transformée en campement improvisé. Odette avait été reconduite dans sa chambre. Son état nécessitant du repos, dans la pénombre, Céleste et Jacques parlaient à voix basse, rattrapant 23 ans de séparation, reconstruisant patiemment les fragments de leur histoire commune. « Comment as-tu survécu toutes ces années ?» demanda doucement Jacques. « Sans mémoire, sans identité. Les sœurs m'ont sauvée, » répondit Céleste. « Pas seulement physiquement. Elles m'ont donné un but, une raison de vivre, même sans passé. Mais il y avait toujours ce vide en moi, cette sensation d'incomplétude. Et maintenant, je me sens entière, pour la première fois depuis cette nuit sous la pluie. » Elle regarda Zoé, endormie sur une chaise inconfortable. « Notre fille est magnifique, Jacques, forte, courageuse, déterminée, comme sa mère, » sourit-il. Dans le silence confortable qui suivit, Céleste fredonna à nouveau cette berceuse qui semblait être devenue leur talisman. La mélodie flotta dans l'air, porteuse d'espoir et de promesses, comme un pont invisible reliant le passé au présent et ouvrant la voie vers un avenir qu'ils construiraient ensemble. Enfin réunis, 3 semaines s'écoulèrent, rythmées par le va-et-vient des médecins et le bip régulier des machines. L'état d'Emma s'améliorait lentement mais sûrement, déjouant tous les pronostics médicaux. Sa force de caractère, disèrent les médecins. Un miracle, murmuraient les infirmières qui avaient assisté à la scène de la berceuse. Ce matin-là, Zoé arriva à l'hôpital avec un bouquet de jonquilles fraîches. Le soleil de juin inondait la chambre d'Emma, où les appareils médicaux avaient progressivement cédé la place à des cartes de rétablissement et des photos. « Comment va notre héroïne aujourd'hui ?» demanda-t-elle en déposant un baiser sur le front de son amie. Emma, dont le visage commençait à retrouver ses traits sous les cicatrices sans voie de guérison, sourit faiblement. « Mieux, le médecin parle de me laisser sortir dans 2 semaines. Pour venir directement chez nous, » précisa Zoé. « Nous avons tout préparé. » Ces dernières semaines avaient transformé leur vie à tous. Jacques avait pris un congé exceptionnel de la direction de Perrin Industrie pour se consacrer à sa famille retrouvée. Céleste, progressivement, réapprenait à être Céleste après avoir été Noémie pendant si longtemps. Quant à Zoé, elle oscillait entre l'hôpital, où elle veillait sur Emma et mamie Odette, et le nouvel appartement que Jacques avait acheté pour les réunir tous. « Des nouvelles de elle ?» demanda Emma. Hésitante, Zoé savait qu'elle parlait de Mireille. La presse avait fait ses choux gras de l'affaire. L'héritière respectée de l'Empire Perrin accusée de crimes sordides. La famille séparée pendant 23 ans enfin réunie. Les journalistes campaient devant l'hôpital, devant les bureaux de Perrin Industrie. Partout où ils espéraient intercepter un membre de la famille, le procès est prévu pour septembre,
Avec toutes les preuves rassemblées, les avocats disent donc qu'elle risque au minimum 20 ans de prison. Emma hocha doucement la tête. Elle n'avait que des souvenirs confus de la scène dans sa chambre d'hôpital. Le coup de feu, les cris et cette mélodie envoûtante qui l'avait ramenée des frontières de la mort. Et le petit garçon, celui que j'ai sorti de l'incendie. Lucas va bien. Ses parents demandent à te voir dès que tu te sentiras prête. Ils veulent te remercier personnellement. Le regard d'Emma s'illumina. C'était la première fois qu'elle entendait le nom de l'enfant qu'elle avait sauvé, risquant sa propre vie. J'aimerais bien... Un léger coup à la porte les interrompit. Céleste et Jacques entrèrent, accompagnés d'Antoine Martel. Le vieux jardinier se déplaçait avec une canne, encore affaibli par ce que les médecins avaient finalement diagnostiqué comme un empoisonnement délibéré. Dernier méfait de Mireille avant sa chute. « Comment va la plus courageuse des serveuses de Lyon ?» demanda Jacques, en s'approchant du lit. « Impatiente de sortir » répondit Emma avec un pâle sourire. Céleste s'assit au bord du lit, prenant délicatement la main d'Emma entre les siennes. Un lien spécial s'était tissé entre les deux femmes depuis cette nuit miraculeuse où la berceuse avait réveillé Emma de son coma. « J'ai quelque chose pour toi », dit doucement Céleste en sortant un petit paquet de son sac. Emma l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un pendentif en forme de lune. Neuf, brillant, intact, pour remplacer celui que tu portais ce jour-là, expliqua Céleste. Celui de Zoé. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Ce simple geste symbolisait tant l'acceptation dans cette famille nouvellement reconstituée, la reconnaissance de son sacrifice involontaire. « Merci », murmura-t-elle, émue. Antoine s'approcha à son tour, son vieux visage ridé s'éclairant d'un sourire chaleureux. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps », dit-il à Emma. Une jeune femme courageuse qui n'hésitait pas à défendre les autres, même face au danger. Son regard glissa vers Céleste, qui rougit légèrement sous le compliment. Jacques posa une main protectrice sur l'épaule de sa compagne retrouvée. « Nous avons une autre bonne nouvelle », annonça-t-il. « Odette sort aujourd'hui. Son cœur est fragile. Mais les médecins pensent qu'avec du repos et un suivi régulier, elle pourra vivre encore de nombreuses années. » Zoé sentit son cœur se gonfler de joie. Mamie Odette avait été le pilier de sa vie, son seul repère, maintenant qu'elle avait retrouvé ses parents biologiques. Elle craignait que la vieille dame ne se sente rejetée, remplacée. Mais Céleste et Jacques avaient insisté pour qu'Odette vienne vivre avec eux. Elle a pris soin de notre fille quand nous ne pouvions pas le faire, avait expliqué Céleste. Elle fait partie de cette famille autant que n'importe lequel d'entre nous. Un médecin entra dans la chambre, interrompant leur retrouvailles. « Mademoiselle Leroy, il est temps pour votre séance de kinésithérapie. » Emma fit la grimace. Ces séances quotidiennes étaient douloureuses, mais nécessaires pour récupérer la pleine mobilité de ses membres. « Allez chercher mamie Odette, » dit-elle à Zoé. « Je vous retrouverai un peu plus tard. » Tandis qu'il se dirigeait vers l'aile gériatrique où Odette terminait ses derniers examens, Jacques prit Zoé à part. « Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, » commença-t-il, l'air soudain sérieux, concernant l'avenir. Zoé sentit une pointe d'appréhension. « Quel genre d'avenir ? Le tien principalement. » Jacques marqua une pause. « Tu sais que légalement, tu es mon héritière, ce qui signifie que la moitié de Perrin Industrie te revient. » Zoé se figea, dans le tourbillon émotionnel des dernières semaines. L'aspect financier et légal de sa nouvelle situation ne lui avait pas effleuré l'esprit. « Je n'ai jamais pensé à ça, » avoua-t-elle, « et je n'en veux pas. » Jacques sourit, visiblement soulagé. « C'est ce que ta mère avait prédit que tu dirais. Mais écoute-moi bien, cet héritage est le tien de droit. Ce que tu décides d'en faire t'appartient. » Ils avaient rejoint la chambre d'Odette, où la vieille dame, assise dans un fauteuil, attendait avec impatience les formalités de sortie. En voyant entrer Zoé et Jacques, suivis de Céleste et Antoine, son visage s'illumina. « Ma petite famille mot complet ?» sourit-elle. « Qui aurait cru que je vivrais assez longtemps pour voir ce jour ?» Céleste s'agenouilla devant elle, prenant ses mains ridées dans les siennes. « Merci, » dit-elle simplement. « Merci d'avoir aimé et protégé notre fille. » Odette caressa doucement la joue de Céleste. « C'était facile, c'est une fille extraordinaire. » Zoé, émue par cet échange entre les deux femmes qu'il avait aimées, l'une de loin pendant des années, l'autre au quotidien, sentit une idée germer dans son esprit. « Je sais ce que je veux faire de cet héritage », annonça-t-elle soudain. Tous les regards se tournèrent vers elle.
surpris par cette déclaration inattendue. Je veux créer une fondation, un lieu qui accueillerait des jeunes femmes en difficulté. Des filles qui n'ont pas eu ma chance d'avoir quelqu'un comme Mamie Odette dans leur vie. Le visage de Jacques s'éclaira de fierté. C'est une idée magnifique. J'aimerais l'appeler Maison Céleste, poursuivit Zoé, en l'honneur de ma mère et de tout ce qu'elle a enduré. Les yeux de Céleste se remplirent de larmes. Tu n'es pas obligée. J'en ai envie. C'est important pour moi. Un sentiment de plénitude envahit la petite chambre d'hôpital, au milieu des épreuves, des mensonges et des trahisons. Quelque chose de beau avait surgi. 3 mois plus tard, la Maison Céleste ouvrait ses portes dans un bel immeuble de la Croix-Rousse. Non loin de l'ancien appartement d'Odette et Zoé, avec le soutien financier de Perrin Industries et l'expertise de Jacques, le projet avait pris forme plus rapidement que prévu. Le jour de l'inauguration, toute la famille était réunie. Emma, désormais presque rétablie, aidait Zoé à accueillir les premiers invités. Odette, assise dans un fauteuil confortable, racontait des histoires aux plus jeunes pensionnaires. Jacques et Céleste, main dans la main, observaient avec émotion leur fille couper le ruban symbolique. « Tu crois qu'elle nous aurait pardonné ?» demanda soudain Céleste. « Qui ? Mireille ? Si les choses avaient été différentes ? Si nous avions vu à quel point elle souffrait ?» Jacques soupira profondément. « Nous ne le saurons jamais. Mireille a fait ses choix, comme nous faisons les nôtres aujourd'hui. » Le procès de Mireille Perrin avait commencé la semaine précédente. Enfermée dans ses délires et son amertume, elle refusait toujours de reconnaître ses torts, accusant son frère et Céleste de l'avoir trahi. Mais ici, dans cette maison lumineuse, où des jeunes filles retrouvaient espoir et dignité, l'ombre de Mireille semblait lointaine, presque irréelle, alors que le soleil commençait à décliner, baignant la cérémonie d'une lumière dorée. Un homme observait la scène depuis l'autre côté de la rue, grand, élégant, portant une cicatrice similaire à celle de Jacques sur la tempe droite. Il regardait cette famille réunie avec un intérêt non dissimulé. Personne ne remarqua sa présence, ni le demi-sourire qui flottait sur ses lèvres tandis qu'il remontait dans sa voiture de luxe. Personne sauf Antoine, dont le regard perçant avait immédiatement repéré l'étrange visiteur. Le vieux jardinier fronça les sourcils, troublé par cette apparition. Il connaissait ce visage, ou plutôt, il reconnaissait ses traits, si semblables à ceux de la famille Perrin. « Tout va bien, Antoine ?» demanda Céleste, remarquant son air préoccupé. « Oui, oui », répondit-il en forçant un sourire. « Juste un vieux fantôme, sans doute. » Mais dans sa poche, il serra le petit carnet noir où, des années auparavant, il avait noté un secret plus dangereux encore que celui qui avait déchiré cette famille. Un secret concernant un jumeau disparu. Un héritier légitime dont personne ne soupçonnait l'existence. Pour l'instant, toutefois, ce secret pouvait attendre. Cette famille avait mérité son bonheur, sa paix retrouvée. Les ombres du passé projetteraient peut-être à nouveau leurs menaces, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Aujourd'hui était un jour de célébration, de renaissance, un jour où l'amour avait finalement triomphé du temps, de la douleur et de l'oubli.